Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon. Je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et coachs en méditation orgasmique. Notre motto, le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 2 d'Entre nous. Cet épisode est le 9e. Et aujourd'hui, nous allons parler de sexualité en périnatalité. C'est-à-dire de la vie intime pendant la grossesse et après l'accouchement. Aujourd'hui, donc, on a le plaisir de parler de sexopérinatalité. Donc effectivement, il y a un nom qui existe pour parler de sexualité pendant et après la grossesse. Et tout ça part de multiples constats en fait qu'on va vous partager. Le premier, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que l'arrivée d'un bébé en fait chamboule énormément la relation de couple en fait. C'est à la fois ça engage les deux personnes dans un projet de vie qui quelque part les dépasse avec une troisième personne et donc la dynamique change complètement. Mais également notre sentiment d'identité en fait, notre représentation de soi-même, du couple, et tout ça éveille énormément de sensations, d'incertitudes, mais aussi de questionnements qui sont pas toujours verbalisés. Oui, exactement. Il y a beaucoup de questionnements du côté des parents, aussi en partant du côté des femmes qui vivent la grossesse et qui sont du coup traversées par une multitude de changements, que ce soit au niveau hormonal, que ce soit au niveau corporel, les sensations qui changent aussi. Et des fois, on se retrouve un peu perdu en fait avec tous ces questionnements. Et comme on le partageait dans d'autres épisodes, dans les fondements de la sexualité vient notre rapport au corps, à l'image corporelle, et également aux représentations et au mental. Et donc pendant cette période de plusieurs mois, on va dire potentiellement 2 fois 9 mois, on va dire 18 mois, il y a énormément de re-questionnements qui sont là et qui valent la peine en fait d'être mis en lumière, d'être révélés et d'avoir le temps de se poser. Et je pense réellement que moi-même ayant eu 2 enfants, je me suis rendu compte que ces 9 mois de grossesse sont vraiment extrêmement utiles pour se poser, intégrer en fait les changements qui sont en train d'arriver. Et c'est aussi mentalement une phase de préparation intense. Mais à l'époque, je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé de lieu de parole pour parler de la relation et de la sexualité. Alors que, en fait, un des fondements de la relation et du couple, c'est effectivement la sexualité. Et elle va être extrêmement impactée pendant la grossesse, typiquement la science montre qu'il y a 3 phases importantes, le premier, le deuxième et le 3e trimestre de la grossesse, qui chacune ont une dynamique très différente. Et on parle même du 4e aussi. Donc les 3 mois après l'accouchement aussi, qui font partie en fait du cheminement de la grossesse aussi. Et donc on va parler du coup des changements qui se passent au niveau corporel, hormonal par rapport à la femme, mais surtout aussi ce qui est intéressant, et je suis contente que tu sois là du coup Olivier pour parler aussi de ton expérience en tant que père, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler en fait de ce qui se passe au niveau des papas en fait, qu'est-ce qui les traverse. Ok, au niveau hormonal, il y a peut-être pas grand-chose ou moins qui se passe au niveau corporel, mais j'imagine que c'est plein d'émotions aussi et beaucoup de questionnements. Ah oui, tout à fait. On est face à énormément de questionnements et parfois n'avoir que l'opportunité d'en parler avec des amis ou bien avec sa partenaire, ça limite fortement les interactions et en fait on ne dévoile pas nécessairement tout le potentiel de ces questionnements. Et la première idée qu'on a eue, c'est de créer des cercles de parole pour inviter les hommes comme les femmes à profiter d'un moment en toute simplicité, de partager en fait ce qu'on est en train de vivre dans le moment, de partager nos inquiétudes, nos questionnements, nos frustrations, nos peurs, nos aspirations, nos désirs. Dans les observations, ce qui est intéressant de mentionner, c'est qu'effectivement, l'âge moyen en Belgique du premier enfant, c'est 28 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, on a suffisamment collecté aussi d'expérience et de confiance en soi en général pour pouvoir oser aborder ces sujets-là en petits groupes. Et donc le cercle de parole est vraiment approprié parce qu'on peut vraiment aborder de manière beaucoup plus approfondie l'ensemble des questions, parce qu'à la fois c'est un besoin, une nécessité, il y a un intérêt, il y a une ouverture, il y a une réceptivité, et on a suffisamment d'expérience pour avoir l'aisance d'en parler. C'est vrai que de parler de sexualité à 20-25 ans, c'est un peu plus confrontant. On sent qu'à l'approche de la trentaine, il y a une certaine maturité qui est là et qui fait que les dialogues sont nettement plus aisés et riches en fait, naturellement.
Et puis en groupe aussi, ce qui est intéressant, c'est d'entendre les histoires et les expériences des autres personnes et de se dire ah bah je ne suis pas seule. D'autres personnes ont traversé des expériences similaires et différentes, mais tous ces questionnements et ces partages d'expériences sont toujours enrichissantes. Et ça permet aussi de montrer que voilà, c'est normal. Il y a des phases de la grossesse et de l'accouchement qui, au niveau physiologique et hormonal, sont aussi normales. Et c'est important aussi de les connaître, de les comprendre, pour se dire bah voilà, ce que je vis en fait, ça s'explique. Donc, en tant que sexologue, on est conscient que c'est une phase très importante de la vie, et donc on est allé à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Et les premiers acteurs de terrain sont effectivement les sages-femmes, les gynécologues et les doulas. Alors, on nous pose parfois la question de savoir ce qu'est une doula. Une doula, c'est une accompagnatrice à la naissance. Donc, elle a un autre diplôme finalement que les sages-femmes. Les sages-femmes ont la possibilité et une responsabilité médicale. Elles peuvent procéder à des actes médicaux, alors que les doulas pas. Et les doulas ont un accompagnement plus global, un peu plus holistique, un peu comme une amie qui accompagne avec beaucoup de connaissances, de savoir et de chaleur en fait les couples. En fait, dans cette période-là. On a entendu en fait que même si la sexualité est au centre de cette phase de vie, elle est finalement très 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 peu abordée en fait. Parce qu'à la fois, ça demande des connaissances et tout le monde ne les a pas nécessairement, et puis ça demande du confort par rapport à soi pour pouvoir aborder ça avec l'autre. Et donc effectivement, cet inconfort, il est malgré tout très présent, ce qui fait qu'on en parle relativement peu. Les professionnels se demandent parfois comment aborder cette question. Alors dans la pratique, évidemment, en général, les médecins ont peu de temps à consacrer à ce genre de dialogue parce qu'effectivement, ça demande naturellement de pouvoir construire une relation de confiance et d'avoir le temps. Et c'est vrai que dans un suivi médical classique, on n'a pas nécessairement le temps à consacrer. Donc il y a une certaine logique de terrain. Les sages-femmes et les doulas ont plus de temps, effectivement, mais parfois c'est juste l'expérience et l'aisance qui manquent. Et on s'est dit, tiens, on va pouvoir collaborer avec ces personnes pour offrir en fait au couple des espaces de parole plus enrichissant. Oui, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie demande de la part des professionnels de la santé de pouvoir aborder ces questions, ou du moins savoir rediriger si jamais, voilà, c'est ok aussi de ne pas se sentir forcément à l'aise de parler d'intimité avec les couples, parce que souvent les sages-femmes disent voilà, on n'a pas le temps, ou alors il y a avec certains parents, on se sent pas à l'aise, juste il y a pas de connexion qui se fait, et donc voilà, pouvoir rediriger, ou alors si on se sent à l'aise de pouvoir justement avoir les outils adéquats pour en parler. Les personnes de terrain se rendent compte qu'en fait, il y a énormément de frustration dans le couple et à cette période de la vie, que ça soit relationnelle, affective ou sexuelle. Et comme il y a beaucoup d'intensité, finalement, on va vers la zone de confort d'une certaine manière et on se focalise quelque part sur le bébé en fait. Alors soit on se focalise sur l'arrivée du bébé quelque part parce que c'est plus confortable, c'est moins confrontant, ou bien on se concentre sur la femme ou parfois sur l'homme, mais finalement rarement sur la relation et sur la sexualité. Au premier abord, voilà, on se dit d'abord c'est la santé de l'enfant, le bien-être de la mère, et puis la sexualité, c'est pas ce qui est le plus important. Et puis il y a aussi la recommandation des médecins d'attendre 6 semaines postpartum avant d'avoir des activités sexuelles. Et donc aussi pour les couples, ils se disent ça sert à rien d'y penser pour l'instant. De toute façon, on nous a interdit quoi que ce soit. Et je trouve que c'est important de préciser aussi. Déjà, premièrement, il n'y a pas de faits scientifiques qui viennent prouver qu'il faille attendre les 6 semaines. Alors bien sûr, il faut faire attention parce que voilà, l'intérieur du vagin est encore fragile. Il faut faire attention justement qu'il n'y ait pas de germes. Donc s'il y a pénétration, si le couple a l'envie d'avoir des relations sexuelles avec pénétration, utiliser des préservatifs. Et puis aussi, il y a toute cette richesse en fait de la sexualité qui n'est pas forcément centrée sur la pénétration. Donc quand on dit qu'il faut attendre les 6 semaines, vous n'avez pas besoin d'attendre les 6 semaines pour vous faire des câlins, pour s'embrasser, pour se masser, pour avoir une sexualité beaucoup plus large que la pénétration. Et donc ça c'est aussi important, un message en fait à transmettre aussi aux personnes qui ont une sexualité, c'est le moment opportun justement, la grossesse et le postpartum, pour explorer une sexualité différente. C'est effectivement une des pistes de réflexion qui est assez simple à mettre en pratique sur le terrain, que ce soit pour les sages-femmes, les doulas ou les couples entre eux. C'est justement de se dire, la sexualité, elle n'est pas juste pénétrative, c'est pas juste le coït. Et en fait, ça permet d'ouvrir pas mal de dialogues sur nos désirs, nos besoins. Et en fait, la sexopérinatalité est un moment propice de la vie pour justement élargir ce spectre qui nous nourrit en fait. Il y a un potentiel colossal. Il y a tellement de changements que tout peut contribuer à être légitime et à créer une nouvelle sexualité en fait grâce à cette phase de vie. Alors que
dans la pratique, on remarque que comme dans beaucoup de dialogues ou de compréhension et des représentations mentales, la sexualité est pénétrative, ça appauvrit et ça referme et on va vers la frustration. Alors qu'en fait, ça crée un potentiel énorme. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on remarque qu'on peut réellement créer davantage de liens entre les partenaires. Considérons que c'est un homme ou une femme, mais ça pourrait être 2 femmes, peu importe, ou 2 hommes. Hein. C'est aborder réellement la sexualité. Certaines sages-femmes observent qu'il y a peu d'hommes qui s'impliquent, en fait, dans le parcours de suivi de la grossesse. Par contre, dès qu'on parle de sexualité, en général, ils sont présents. Ou bien d'autres constatent que les hommes, justement, sont de plus en plus impliqués dans ce parcours et qu'effectivement, on manque un peu de dialogue autour de la sexualité. C'est un de leurs besoins principaux aussi, dans cette phase où tout est chamboulé. Et en fait, on se dit, voilà, essayons de parler aussi aux hommes et d'ouvrir les cercles de parole aux hommes comme aux femmes. Oui, parce que les hommes aussi ont des questionnements et souhaitent aussi, il y en a beaucoup qui souhaitent s'investir, mais ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment guider au mieux la partenaire et ont besoin d'outils ou d'accompagnement, de connaître l'expérience des autres pairs. Et c'est pour ça qu'on aime créer cet espace de parole pour que les gens puissent connecter entre eux. Puis aussi, il y a tous ces mythes qu'il y a autour de la grossesse, que ce soit de la part des hommes ou des femmes. Mais là, justement, ce matin, j'avais une amie donc qui est enceinte et qui me disait que son compagnon, beaucoup des amis de son compagnon disent ah oui, mais les 2 derniers mois de la grossesse, on peut pas faire l'amour, c'est impossible, c'est interdit. Ou alors, je vais faire mal au bébé, donc ils ne font plus l'amour. Ils disent ah non, mais mon pénis va le toucher. Donc il y a toutes ces fausses croyances, ces mythes qui tournent autour de la grossesse. Et tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on pose pas de vérité ou un peu d'éducation par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de croyances qui planent. Et donc effectivement, il y a énormément de discours parfois contradictoires sur ce qu'on peut ou pas faire en sexualité. La première chose, effectivement, c'est que si on décentralise la sexualité par rapport à la pénétration et qu'on en fait quelque chose un moment de connexion sensorielle, en fait, parce que quand on parle de sensualité, voilà, on parle de sens, de sensorialité. Donc on est des êtres sensoriels où finalement tout le corps peut vibrer au plaisir simplement du toucher, d'écouter, d'exciter son corps. Et effectivement, quand on vient à la question de la pénétration, parfois il y a des peurs par rapport à ce que le bébé peut être effectivement touché d'une manière ou d'une autre. Et là, la nature est très bien faite parce qu'à la fois le col de l'utérus, si tout va bien, évidemment, on parle dans une certaine généralité. Les médecins peuvent aussi nuancer en fonction des cas spécifiques. Mais en tout cas, le col de l'utérus est bien fermé et scellé pour la protection du bébé. Et finalement, le bébé se trouve dans un environnement hyper sécurisé. Parce qu'en fait, à l'intérieur de l'utérus, rempli de liquide amniotique, on se rend compte qu'en fait c'est un espace extrêmement sécurisant et qui est à l'abri de tout choc ou finalement de tout contact, parce qu'en fait on se rend compte que on peut faire l'expérience assez facilement. Je veux dire, si on met un objet dans un ballon gonflé, on se rend compte qu'en fait, on pourrait même appuyer. La pression à l'intérieur du ballon ne change pas. Il y a des déformations possibles ou autres, mais en fait, on se rend compte que dans des limites raisonnables, la nature est vraiment magique. C'est un endroit où rien ne peut arriver, en fait. Il n'y a pas de risque de contact, de blessure, de surpression, de quoi que ce soit. Enfin voilà, on peut vraiment rassurer les couples par rapport à ça, parce que c'est vraiment une des premières craintes, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Est-ce qu'il y a un risque pour le bébé? Oui, physiquement, le bébé est bien protégé. Après, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau émotionnel qui peut être transmis au bébé quand la mère est stressée, tout ce qui est environnemental, ça peut affecter l'enfant. Oui. Effectivement, on peut se poser la question raisonnablement, de se dire que voilà, le bébé qui est en gestation, en train de grandir et de croître jour après jour, en fait, tout son système neuronal, cardiovasculaire, et tous ses récepteurs de cellules sont en train de se développer, et donc l'ambiance mentale dans laquelle les partenaires se trouvent, principalement la maman, par rapport à des peurs, des craintes, se bloquer, quoi que ce soit, crée certainement un contexte physiologique qui peut, d'une certaine manière, aussi impacter la manière dont le bébé se développe. C'est pourquoi je pense que réellement, le fait de faire l'amour pendant la grossesse aide énormément finalement au bien-être du bébé et avoir tous les nutriments hormonaux, neurotransmetteurs ou autres, et de bien-être qui permet d'être dans cet état de relâchement pour que la nature fasse son travail naturellement et qu'il puisse se développer à son plein potentiel. Il est éprouvé
simplement par les études sur le toucher, ou même par rapport, je pense, à l'autonomie ou l'effet du son aussi pendant la grossesse, qu'en fait, on sait que on travaille déjà sur la réceptivité du bébé, il a déjà une vie pleine à ce moment-là, et qu'en fait, on est déjà en relation et en connexion avec lui. Et plus on stimule quelque part tous ces sens, au plus les récepteurs et l'activation de ces récepteurs est grande. Puis pour revenir sur le côté intime, il y a aussi les couples, surtout en fin de grossesse, qui ont du mal à trouver une position confortable en fait pour faire l'amour, pour avoir une relation avec pénétration. Et donc j'en discutais pareil ce matin avec une amie qui est enceinte, qui va bientôt d'ailleurs accoucher, et qui me racontait que voilà, en fin de grossesse, c'était assez compliqué de trouver une position. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit quelle position, quelle solution ils avaient trouvé. Et voilà, elle me disait, c'est souvent ce qui en ressort, c'est que la levrette ou la cuillère, donc quand les deux partenaires, quand le dos de la femme fait face au corps de l'homme, donc c'est en position cuillère, ce sont des positions qui sont assez confortables pour la femme, avec un ventre assez présent, hein, qui voilà, une position qui est assez facile à faire. Et donc cette amie me parlait de deux positions qui, elle, lui convenaient. Après, c'est à chacune d'explorer la position la plus appropriée. Mais par exemple, pour elle, elle avait trouvé que la levrette et la cuillère étaient des positions assez confortables pour elle. Après, voilà, faut vous amuser, il faut profiter pour explorer. Je pense que c'est le moment idéal pour le faire. D'ailleurs, pour les couples qui sont en recherche de positions un peu plus adéquates au moment de la grossesse, il existe le Kama Sutra de la grossesse aussi, qui peut être aussi plein de ressources pour trouver des inspirations. Mais après, voilà, vous pouvez aussi très bien les trouver vous-même dans votre chambre et explorer, tester différentes positions qui vous semblent les plus confortables pour vous. Et dans un esprit slow sex ou pleine conscience, un des conseils est simplement d'écouter ses sensations. Et quelles que soient les positions qu'on choisit d'essayer, de toujours être en connexion avec ses sensations pour dire est-ce que ça me fait vraiment du bien? Est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de bouger? Et on se rend compte aussi dans la pratique qu'on soit en périnatalité ou pas, la difficulté est souvent dans la capacité à exprimer finalement ses choix et ses préférences. Alors, beaucoup de femmes n'osent pas le dire pour pas confronter l'homme quelque part, qu'ils le prennent comme un jugement, mais de se dire, ben voilà, ça me convient pas, ou je préfère une autre position, ou là j'ai moins de sensations, est-ce qu'on n'essayerait pas autre chose? Et simplement inviter au dialogue régulièrement, en fait, en fonction de ses sensations. C'est un parcours d'apprentissage, mais on se rend compte qu'il y a souvent peu de couples qui parlent de ça. Oui, que c'est tout à fait ok de se dire j'ai envie d'essayer cette position, et puis une fois dans cette position de se dire finalement c'est pas celle-là, et donc voilà, d'oser dire est-ce qu'on peut changer, de changer, pourquoi pas changer, expérimenter, et ça change à la minute, ça change le lendemain, ça peut être une position, celle qui nous plaisait hier ne nous plaît plus aujourd'hui, donc voilà, être vraiment ok avec le fait que les sensations varient et changent, et d'autant plus pendant la grossesse. Et c'est du coup un moment propice pour le couple, vu que voilà, toute l'attention est portée sur le ventre, sur justement ce qui se passe au niveau génital, des changements, de créer une discussion autour de la sexualité par rapport à ce moment-là. Et je reviens sur un des épisodes que nous avons fait lors de la saison 1, qui était l'épisode 6, où justement on parlait de comment aborder la sexualité entre partenaires. Il y a tellement de choses à discuter autour de la périnatalité et de l'intimité-sexualité, qu'en fait on s'est rendu compte que les cercles de parole sont extrêmement propices, parce que ça crée un espace sécurisant, extrêmement sécurisant, un environnement où on se sent bien, on peut avancer à son rythme, écouter, et surtout aussi écouter l'expérience des autres, qui légitimise un peu nos émotions, nos questionnements, nos peurs et nos recherches, et d'approfondir ensemble en fait l'ensemble des expériences qu'on a déjà vécues et qu'on souhaite vivre. Et on se donne cette légitimité en fait d'être dans ce moment d'introspection fort pour révéler ce qui peut être le fondement de notre prochaine relation à l'autre en fait. Les cercles de parole qu'on propose, ce sont des moments de simplicité extrême. En fait, on se retrouve un petit peu comme dans un salon, entre amis, entre différents couples. En général, 2, 3, 4 couples. Et donc, c'est un groupe extrêmement petit. Les gens ne se connaissent pas au départ. On fait un tour de parole simplement de présentation. Qui est là, pourquoi, quelles sont les attentes, les besoins, les désirs, pour simplement être à l'écoute déjà de ce qu'on a envie de vivre
ce soir-là en particulier, ça se passe en général en soirée. Et puis on laisse en général libre cours en fait au premier partage. Alors soit suite au premier partage, il y a déjà une thématique globale qui est soutenue par le groupe. On l'identifie, on dit ok, ce soir on aimerait bien parler davantage de ce sujet-là. Et donc on partage à la fois les expériences et questionnements, mais aussi nous en tant que sexologue, on peut apporter par moment des petites capsules de 5, 10, 15 minutes, un peu plus théoriques, un peu plus d'informations de base qui permettent de consolider et de quelque part renforcer les connaissances et élargir en fait le potentiel de la discussion pour ensuite ramener à nouveau la discussion. Donc c'est extrêmement interactif et en fait on se rend compte que c'est aussi extrêmement enrichissant de simplement écouter, mais aussi d'oser parler. Si on arrive à oser de parler en groupe, on y arrivera plus facilement aussi avec son partenaire. Et certaines personnes sont parfois frustrées de ne pas avoir osé parler. Ou des fois, oui, simplement, comme tu disais, des couples peuvent venir et juste écouter ce que les autres personnes vont venir et ça va venir enrichir leur discussion de couple aussi. Le soir, vont rentrer chez eux, ils vont dire, ah tiens, il y a cette personne qui a dit ça. Et donc, ça va quand même ouvrir, même si les personnes ne parlent pas pendant le cercle de parole, ça permet d'ouvrir la communication par rapport à ça. Donc, pour ça, c'est vraiment enrichissant. Et il y a cette double dynamique, en fait, un peu paradoxale, où à la fois on est centré sur le sujet et en même temps c'est indirect. C'est-à-dire, comme tu dis, on crée des moments où en fait on parle d'un sujet, mais c'est pas directement centré sur une personne. Et donc le groupe donne la légitimité d'en parler et donc après coup dans la relation de couple, on a la légitimité de faire référence aux multiples messages qui ont été communiqués dans le cercle de parole et d'alimenter les prochaines semaines de dialogue, d'échange, de partage et d'intimité. Et on se rend compte qu'en fait, les partenaires sont extrêmement nourris par ce potentiel d'ouverture et de communication qui s'ouvre après. Alors vous pouvez participer au cercle de parole et venir une seule fois, ou bien ça vous plaît et vous regardez le programme et vous revenez la prochaine fois. En général, on en programme une par mois en général, et donc soit vous devenez des habitués pendant une certaine période de votre vie et vous venez rencontrer des nouvelles personnes ou rencontrer les mêmes personnes pour aller un peu plus loin. Et en fait, on sent qu'une certaine intimité et confiance s'installe petit à petit et permet une ouverture différente et plus riche. Ou bien effectivement, nous avons créer en fait un programme de 6 soirées où là la dynamique est un petit peu différente. On demande au couple de s'inscrire effectivement au programme complet et si possible participer à 4 soirées minimum. Donc effectivement on n'est pas toujours disponible à l'ensemble du programme, mais l'idée c'est de s'engager sur une plus longue durée où là les 6 modules sont assez similaires à des cercles de parole d'une certaine manière parce qu'en fait c'est de créer des moments propices de dialogue, mais là il y a une thématique spécifique pour chacune des soirées. La première c'est la sexualité de manière générale, d'apporter pas mal de connaissances de base sur la sexologie en périnatalité, d'expliquer un peu la démarche et les intentions de l'ensemble du programme. La deuxième soirée est liée à la communication et la connexion aux partenaires. La troisième à la sexualité féminine. La quatrième, qui parlera davantage plus aux hommes, c'est d'aborder de manière très originale le Kama Sutra. Et là, en fait, c'est un truc assez marrant à faire, c'est de se rendre compte aussi qu'est-ce qui est réellement écrit. Parce qu'en fait, quand on lit le Kama Sutra, la traduction littérale, c'est un document extrêmement riche et passionnant. Et ça, c'est assez fun en fait d'aborder ce qui est écrit. Parce qu'en fait, on en connaît les postures, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est un récit en fait, une compilation d'énormément de connaissances qui sont la plupart du temps aussi obsolète. Donc voilà, ça crée un moment fun et en même temps ça désacralise un peu ce Kama Sutra qui est parfois un peu risible. La 5e soirée, toujours liée à la connexion, c'est une approche du massage. On parle en fait de l'haptique, donc la science du toucher. Et donc là, on va beaucoup plus loin dans la connaissance anatomique du corps, en lien aussi avec tout ce qui est sexualité. On va vraiment chercher une richesse d'informations physiologiques pour en fait changer nos perceptions du corps humain et enrichir notre manière de pouvoir toucher l'autre. Et donc là aussi, avec des exercices très très simples, habillés, de toucher, de découverte, de consentement. Et la dernière soirée, c'est lié en fait au bonheur, au plaisir, et de construire ensemble finalement les bases, sur base de l'ensemble du programme, de construire son rapport ou son contrat de désir avec son partenaire pour les prochains mois et de mettre les bases pour la suite, vous dans votre intimité, dans vos prochaines années en fait. Oui, et ce programme de 6 soirées avec 6 thématiques permet vraiment d'ancrer le couple dans quelque chose de concret parce que voilà, il y a de la théorie mais il y a aussi de la mise en pratique pour que les couples, une fois chez eux, puissent
avoir ces outils tout au long de leur vie pour pouvoir les réutiliser quand ils le souhaitent. C'est vraiment un moment de partage ces 6 soirées, un moment d'information. Ça doit être aussi quelque chose de fun et de créer du lien aussi. Ce qui peut être chouette, c'est que ce groupe-là, comme les personnes vont se voir pendant 6 fois d'affilée, qu'il y ait du lien qui se crée et peut-être pourquoi pas par la suite, que ces personnes-là continuent à se voir et continuent à être en fait autonomes dans leur démarche quant à leur vie intime. Et si vous êtes intéressé par ce programme, contactez-nous, envoyez-nous des questions. Notre rêve serait d'offrir ces services, ce programme à un public extrêmement large, et ça serait que ça devienne un coffret cadeau en fait lors de la naissance. C'est-à-dire que sur les listes des naissances, pourquoi pas justement pour permettre au bébé d'arriver dans un couple beaucoup plus harmonieux, avec plus d'intimité, de relation et de connexion, d'offrir un programme de 6 soirées et donc de recevoir par nos proches en fait un coffret cadeau. À la baby shower. À la baby shower par exemple, exactement, lors de ces célébrations. En Belgique, ces coffrets cadeaux s'appellent par exemple Vivabox ou Bongo. Donc si vous connaissez des personnes qui travaillent chez Bongo, Vivabox, on est intéressé d'être en contact avec ces gens-là. Néanmoins, ce service existe déjà. Donc si vous voulez offrir en fait ce moment de relation et d'intimité à un couple dont la femme est enceinte, vous pouvez d'ores et déjà le faire. Et on trouverait ça vraiment super sympa que des collègues cotisent pour payer un coffret cadeau de cet ordre-là, ou bien la famille, les proches, les amis, enfin voilà, c'est extrêmement vaste, et l'intérêt pour nous c'est de faciliter l'accès à l'information et réduire le prix d'accès en fait, parce qu'on pourrait imaginer aussi que le programme soit simplement offert à prix réduit ou offert complètement dans sa totalité. Oui, puis on est aussi à la recherche du coup de témoignages. Si vous vivez une grossesse, si votre partenaire est enceinte, si vous venez d'accoucher, si vous venez d'être parent, contactez-nous, partagez-nous votre expérience, que ce soit au micro ou que ce soit offline, pour qu'on puisse enrichir aussi cet apport de connaissances et storytelling. On est en lien avec un organisme, une association en Australie qui justement propose des contenus, des ressources aux professionnels de la santé par rapport à l'allaitement. Donc c'est des contenus visuels surtout, des vidéos, mais aussi leur but c'est de faire des audios. Et cette association nous a contactés pour créer en fait un catalogue visuel et auditif par rapport à justement la grossesse et la sexualité en périnatale. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum de témoignages de votre part, que ce soit en français ou en anglais, pour venir enrichir ce catalogue, pour vraiment regrouper ces connaissances, pour qu'un plus grand nombre puisse en avoir accès. La recherche de témoignages peut simplement concerner un partage de 1 minute, 2, 5 minutes, 10, un quart d'heure. En fait, peu importe la durée. L'idée, c'est de partager quelque chose qui était important pour vous, un message à faire passer par rapport à votre expérience en sexopérinatalité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On vous remercie pour votre belle écoute. On reste joignable. On attend justement vos commentaires, avoir vos feedbacks sur ce que vous pensez du programme que l'on propose, ou si justement vous souhaitez l'agrémenter d'autres choses, d'autres idées qui vous sont venues. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook du Love Health Center ou notre page Instagram du Love Health Center. Un grand merci à Camille Rimbaud. Ce podcast est rendu possible grâce à son ASBL Inspire By. Au micro aujourd'hui, Olivier Majeron et moi-même Camille Bataillon. Production, montage, son, Camille Rimbaud de Inspire By. Et nous remercions aussi The Podcast Factory.org. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Entre nous. Entre nous.